Bonsoir et merci d'être avec nous dans BBC Hebdo. Voici les titres. Leur histoire vous avait beaucoup ému, c'est des jumelles siamoises sénégalaises Mariam et Ndeye. 8 mois plus tard, elles sont toujours au Royaume-Uni. Scène de liesse au Soudan qui fait un grand pas vers la transition civile. La formation des conseils souverains est prévue pour le 18 août. Et en fin d'édition, elle est passée de petite fille complexée par la couleur de sa peau à l'égérie des grandes marques. On part à Dakar rencontrer le top modèle Koudia Diop. Souvenez-vous, leur histoire vous avait beaucoup ému. C'est des jumelles siamoises sénégalaises Mariam et Ndeye. Nées à Dakar en 2016, leur père Ibrahima les a emmenés au Royaume-Uni à la recherche d'une aide médicale. Leur père était confronté à un terrible choix. Fallait-il les séparer pour n'en sauver qu'une ? 8 mois plus tard, elles sont toujours au Royaume-Uni. Nous sommes retournés les voir. Olivier Weber. Mariam et Ndeye sont des jumelles siamoises. Elles sont nées il y a 3 ans au Sénégal. Les médecins ne s'attendaient pas à ce qu'elles survivent au-delà de quelques jours. Mais aujourd'hui, les fillettes continuent de grandir. Elles commenceront l'école maternelle en septembre à Cardiff, au Pays de Galles. En janvier dernier, les chirurgiens envisageaient une séparation. Mais entre-temps, la procédure a été jugée impossible. Les cœurs et la circulation des 2 fillettes sont complètement interconnectés. Non seulement Mariam dépend de Ndeye, mais Ndeye dépend de Mariam pour survivre. L'état des jumelles est désormais décrit comme limitant leur espérance de vie. Mais une période de stabilité a permis à leur père de penser à leur avenir. Je sais ce que je souhaite pour elles. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elles aient une vie normale, qu'elles aillent à l'école, comme n'importe quel enfant. C'est déjà un très grand pas. Actuellement, les jumelles participent à un groupe de jeu de quelques heures par semaine. Elles ont appris à se déplacer. Je les ai déposées par terre parce que je voulais qu'elles apprennent à s'asseoir. Et tout à coup, je les ai senties avancer. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est pour ça que je priais chaque jour, qu'elles puissent faire ce que d'autres enfants peuvent faire. Mariam et Ndeye continuent de défier le sort. Ce sont des guerrières. Elles se battent. Elles repoussent leurs limites. Tout ce que je peux faire, c'est de les accompagner. Consternation en RDC après l'arrestation de 3 médecins dans l'est du pays. La justice congolaise les accuse d'être impliqués dans l'assassinat en avril à Butembo de Richard Mouzoko. Ce docteur camerounais de l'OMS était dans le pays pour lutter contre Ebola. Selon le procureur, des miliciens arrêtés dans le cadre de l'enquête ont dénoncé les médecins. Leurs proches assurent qu'ils sont victimes des complots. L'association des médecins de Butembo demande leur libération immédiate et menace de lancer une grève. Le Soudan fait de son côté un grand pas vers une transition civile. Les militaires au pouvoir et les meneurs de la contestation ont paraphé une déclaration constitutionnelle. Celle-ci doit ouvrir la voie au transfert du pouvoir à une nouvelle instance de transition qui sera à la tête du pays pendant 3 ans. Applaudissements, cris de joie, concert de klaxons dans Khartoum après des semaines de pleurs. Des centaines de Soudanais laissent éclater leur émotion. Une avancée vers le transfert du pouvoir à une instance de transition dominée par les civils vient d'être réalisée. Dimanche, en effet, les généraux au pouvoir depuis la destitution d'Omar el-Béchir et les chefs de la contestation ont paraphé une déclaration constitutionnelle. Les civils accéderont ainsi au pouvoir le 18 août. Nos exigences n'ont pas été totalement prises en compte, mais nous devons accepter cette petite avancée, car cela sera toujours mieux que depuis 30 ans. En outre, nous laissons Dieu nous aider, nous et notre armée, ceux qui nous protègent tous, pour que nous puissions construire un nouveau Soudan.
Nous ne sommes pas totalement heureux car ce qui nous inquiète, c'est que nous ne nous sommes pas tués nous-mêmes. Nous n'avons pas détruit notre pays, ni saboté nos institutions. Nous sommes patients depuis longtemps, mais à présent, nous redoutons ce qui va se passer. Nos manifestations sont toujours pacifiques et le monde verra comment le Soudan va se développer. C'est un jour historique au Soudan. C'est le début de la paix, du développement et de la sécurité. C'est ce que nous voulons. La sécurité, la paix et le développement, c'est ce que veulent les Soudanais. C'était la principale revendication du mouvement de contestation qui secoue le Soudan depuis plusieurs mois. L'accord global soudanais a été obtenu après de longues et difficiles négociations entre les deux parties. Le mouvement de protestation était né le 19 décembre dernier, quand des milliers de Soudanais étaient descendus dans les rues pour protester contre la hausse du prix du pain, mais les manifestations s'étaient rapidement transformées en contestation du pouvoir de Omar el-Béchir. Des manifestations qui ont continué après le départ de ce dernier pour réclamer aux militaires ayant pris le pouvoir de le transférer à des civils. Selon le comité de médecins proches des protestataires, plus de 250 personnes sont mortes lors de la répression des manifestations. BBC Hebdo se poursuit avec le reste de l'actu de la semaine. 20 personnes ont été tuées dans une collision survenue devant l'Institut national égyptien du cancer au Caire. Le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé qu'il s'agissait d'un acte terroriste. La collision a été causée par une voiture transportant des explosifs et roulant à sens inverse. Elle a percuté 3 autres véhicules, provoquant une énorme explosion. Un espoir pour la Centrafrique. La mission de l'ONU dans le pays dit avoir recensé une nette baisse des violations des droits humains depuis l'année dernière. L'accord de paix signé en février entre le gouvernement et 14 groupes rebelles semble avoir stabilisé la situation. Mais selon l'ONU, il est encore trop tôt pour crier victoire. Au Nigeria, la justice autorise le dirigeant chiite Ibrahim Zakzaki à aller se faire soigner en Inde. Une mesure susceptible de faire baisser la tension après des mois de manifestations parfois sanglantes pour réclamer sa libération. Le fondateur du mouvement islamique du Nigeria est détenu avec son épouse depuis décembre 2015. Et puis en Ouganda, le chanteur devenu député de l'opposition, Bobi Wine, a été inculpé. Il est notamment accusé d'avoir, je cite, une intention de gêner, alarmer ou ridiculiser le président Yoweri Museveni. L'ONU affirme que plus de 5 millions de Zimbabwéens, soit environ un tiers de la population, ont besoin d'une aide alimentaire. Selon le Programme alimentaire mondial, nombre d'entre eux sont sur le point de mourir de faim. Le PAM a lancé un appel de plus de 300 millions de dollars pour aider le pays à faire face aux conséquences de la sécheresse, d'un cyclone et d'une crise économique. Lamine Norezine Konkobo. Le Zimbabwe, autrefois considéré comme le grenier de l'Afrique de l'Est. Aujourd'hui, selon les Nations Unies, le Zimbabwe a besoin d'un coup de main pour se nourrir. L'un des coupables, la sécheresse. Le Programme alimentaire mondial, PAM, estime qu'elle est la pire sécheresse dans le pays depuis des années. L'agence onusienne avertit que des millions de personnes sont menacées de famine. La situation est la résultante de 2 facteurs, le changement climatique et la crise économique. Dans les campagnes, les rendements agricoles ont chuté de moitié et en ville, la crise économique a provoqué une explosion des prix des denrées dans un contexte déjà marqué par un chômage généralisé. Difficile alors de manger à sa faim et les enfants vont à l'école le ventre vide. Bisho Parajuli, coordinateur de l'ONU au Zimbabwe. Selon les estimations 2019 du mécanisme d'évaluation de la précarité au Zimbabwe, dit-il, environ 5,5 millions de personnes vivant dans les zones rurales souffrent d'insécurité alimentaire. Ce chiffre sur l'ensemble du pays devrait accroître d'ici octobre, la période de soudure, période à laquelle commence la saison sèche, période où les réserves de nourriture sont épuisées. David Beasley, directeur exécutif du PAM, appelle à une union de solidarité autour du Zimbabwe. Le soleil ne se couche pas sur le Zimbabwe, il se lève, dit-il. Mais son rythme sera déterminé par la manière dont nous mettrons de côté nos divergences politiques afin de nous rassembler pour le bien commun de tous les habitants de cette grande nation. La menace de famine n'aurait pas su tomber à un pire moment. Le pays, frappé par le cyclone dévastateur Idai, se remet difficilement sur ses pieds. Un pays qui est en butte à une crise économique.
Le mois dernier, les autorités annonçaient une inflation de presque 200%, la pire inflation depuis 2008. Pour juguler la situation économique difficile, les autorités avaient lancé une nouvelle monnaie et interdit l'utilisation de devises étrangères pour les transactions courantes. Vraisemblablement, ces mesures n'ont pas produit l'effet de redressement escompté. Le grand angle de cette édition nous emmène en Égypte. Le cercueil doré du pharaon Toutankhamon est sorti pour la première fois de sa tombe. Le sarcophage est en cours de restauration qui devrait durer environ 8 mois. Une remise en beauté qui n'avait pas été effectuée depuis l'exhumation de sa tombe il y a près d'un siècle. Récit Anne-Marie Diaz-Borges. Même sous une bâche en plastique, le sarcophage de l'enfant roi n'en reste pas moins impressionnant. Couche par couche, les experts commencent leur minutieux travail de restauration. Le sarcophage est dans un état très précaire, car il n'a jamais été restauré depuis sa découverte. Nous pensons que cela prendra environ 8 mois pour le restaurer. Le règne de Toutankhamon, il y a de cela 3000 ans, n'a duré que 10 ans. Mais le jeune monarque, dont la dépouille a été découverte en 1922, continue de fasciner. Et son sarcophage n'est pas le seul objet entre les mains des restaurateurs. Plus de 5000 objets ayant appartenu à Toutankhamon seront pour la première fois exposés au même endroit. On pourra notamment voir 6 chars ayant appartenu au roi. Et voilà où ces précieux objets seront exposés, au nouveau grand musée égyptien. En construction depuis 15 ans, il devrait ouvrir ses portes en 2020. Après l'Égypte, direction le Sénégal. Elle a fait de sa peau d'ébène tout un symbole et inspire les plus grands stylistes. On la surnomme la déesse de la mélanine. Pourtant, il fut un temps où son teint était source de moqueries. On part à Dakar pour rencontrer Rodia Diop. Quand j'étais petite, pour moi, être belle, c'est de avoir une peau claire, avoir des cheveux un peu longs. J'ai passé des années à penser à éclaircir ma peau. Je croyais qu'en prenant des douches d'1 heure ou 2 heures de temps, je croyais que je pouvais sortir et devenir un peu claire. En Afrique, de nombreux pays ont interdit la vente de produits éclaircissants contenant du mercure. Pourtant, il est toujours possible de s'en procurer. Selon Business of Fashion, l'industrie des produits éclaircissants vaut entre 10 et 20 milliards de dollars. Rodia pense que les choses doivent changer. Je crois que les médias font que la publicité des produits éclaircissants, ça met une pression aux femmes noires. Les campagnes pour les produits éclaircissants doivent s'arrêter, doivent être bannies de l'Afrique. C'est une question de santé, c'est une question de mental. Ça peut affecter l'économie d'un pays. Malgré les moqueries qu'elle a subies, aujourd'hui, Rodia est fière de la couleur de sa peau. Il y avait des moments où je ne voulais pas aller à l'école, où je ne voulais pas sortir parce que je me sentais mal dans ma peau. Mais j'ai grandi et j'ai appris à aimer la peau que Dieu m'a donnée. Un parcours très inspirant, un portrait réalisé par Atta Aïbla. Et on se quitte avec la vidéo virale du jour. Elle nous vient d'Inde, où Émilie, un âne dans un refuge pour animaux, fait sensation pour ses talents de chanteuse. Je vous laisse juger. Et oui, cette âne chante quand elle a envie de friandises. Ses soigneurs étaient tellement étonnés de ses performances vocales qu'ils ont posté la vidéo sur Internet, faisant d'elle une petite célébrité. Les internautes l'ont surnommée Émilie la Diva. Continuez à vous informer sur notre site Internet. Toute l'actualité africaine, internationale et sportive, disponible sur PC et sur téléphone portable. Vivez l'info avec bbcafrique.com. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour commenter l'actualité et communiquer avec la rédaction. Enfin, BBC Afrique est aussi sur Twitter, Instagram et YouTube. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous suivent sur DTV au Sénégal. Bonne soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition de BBC Info.